Bonjour à tous, bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. Alors pour commenter une actualité européenne suspendue à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, nous recevons aujourd'hui un ancien ministre des Affaires étrangères, un homme qui n'a pas hésité à contrarier nos alliés américains au moment de la guerre du Golfe notamment, Dominique de Villepin. Bonjour. 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 En 2003, à la tribune des Nations Unies, vous êtes l'homme qui refuse d'engager la France dans la guerre en Irak. Vous êtes alors le chef de la diplomatie du président Jacques Chirac. Vous serez ensuite son ministre de l'Intérieur, son Premier ministre. Ensuite, vous allez surtout publier des livres, vous faire entendre à travers vos essais. Vous publiez de nombreux ouvrages d'histoire, de poésie, et vous venez de publier un essai aux éditions Grasset, Mémoire de paix pour temps de guerre. C'est un essai où vous développez ce que devrait être aujourd'hui une diplomatie active au service de la paix. Alors, depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, ça ne vous a pas échappé, l'Union européenne est particulièrement déboussolée par l'attitude de cette nouvelle administration américaine. Pensez-vous que c'est une menace pour l'Europe, au même titre que la Russie de Poutine ou l'organisation de l'État islamique? Les mots viennent du président du Conseil, le Polonais Donald Tusk. C'est un défi. C'est un défi pour la communauté internationale qui doit trouver de nouveaux repères. On voit bien comment les alliés traditionnels en Asie sont dans l'incertitude et les Européens participent de cette incertitude compte tenu des positions prises par Donald Trump, qui tranche avec les positions traditionnelles vis-à-vis de l'OTAN, sur le commerce international, sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, qui tranche donc avec les positions traditionnelles de l'Union européenne et des États-Unis. Donc il faut encore plus que d'ordinaire sur la scène internationale, dès lors qu'il y a de grands changements, être en initiative. La plus grande erreur pour les Européens, ce serait de se replier sur eux-mêmes, de se diviser et de n'être pas capable de prendre la mesure de ce changement important. Alors justement, sur la défense, l'OTAN, Donald Trump a remis en cause l'OTAN, c'est le socle de la sécurité européenne. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les Européens doivent se préparer à vivre sans le grand frère, le gendarme américain ? Alors, il a fait des allers-retours sur l'OTAN. Il a, dans un premier temps, dit que l'OTAN était obsolète, pour après modifier un peu son propos et rassurer les membres de l'OTAN. De toute évidence, les temps ont changé. Et les Européens doivent assurer leur propre sécurité. Et cela remet d'actualité, à tout le moins, un pilier européen de la défense. Sous quelle forme cela doit être discuté entre les Européens? Est-ce que c'est une alliance de défense avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France? Est-ce qu'il faut, dans un premier temps, être moins gourmand, moins ambitieux, se contenter d'une industrie de l'armement en commun, d'une mutualisation de nos forces de défense? On peut diverger sur les choix. En tout état de cause, il nous faut reprendre l'initiative dans ce domaine de la défense pour avoir notre propre garantie à nous, Européens. Donc c'est dans un domaine, à un moment où l'Europe est pleine d'incertitudes, à un moment où elle hésite, manifestement, l'arrivée de Donald Trump ouvre une perspective et crée une obligation. Quand vous parlez de Trump et des hésitations des Européens, on pense bien sûr à l'unité européenne et notamment à la vision des pays de l'Est de l'Europe qui, eux, considèrent que c'est une véritable coup de semence contre le traité de l'Alliance Atlantique et qui risquent de ne plus se retrouver protégés contre la Russie, parce que c'est ce qui les inquiète. À raison, à tort ? Alors, c'est ce qui les inquiète, vous avez raison, et en même temps, il y a une attraction que la Russie exerce de plus en plus sur un certain nombre de ces pays. On le voit dans la relation entre la Hongrie et la Russie. On le voit dans la relation entre la Bulgarie et la Russie, un petit pays aux marges de l'Europe, la Moldavie, qui a élu un président pro-russe. Donc, il y a un phénomène d'attraction. Parce que ces régimes ont le sentiment que plus d'autorité, cela apporte plus de garanties. Donc, un homme fort à Moscou, ça les rassure. Oui, donc ces démocraties dites illibérales ou ces démocratures tendent à avoir le sentiment que, après tout, le schéma ouvert par Moscou et d'autres pays, la Chine, la Turquie, est peut-être un modèle plus rassurant. Et parallèlement, effectivement, il y a la tentation de vouloir nouer un contact direct
avec l'Amérique de Donald Trump, ce qui viderait de sa substance l'Europe elle-même. Et une Europe qui se retrouve à nouveau confrontée à la guerre, à ses portes, avec la tension qui remonte en Ukraine. Le président ukrainien Poroshenko a appelé à faire pression sur Moscou alors que les combats entre soldats ukrainiens et rebelles pro-russes ont repris ces derniers jours dans l'est de l'Ukraine. Récit de ce qui s'est passé ces derniers jours avec Ethan Hadji. Ces soldats ukrainiens se déploient dans les faubourgs d'Avdiivka, alors que des tirs retentissent à quelques centaines de mètres de leur position. Nous sommes près de Donetsk, aux mains des séparatistes pro-russes. La ville d'Avdiivka est le théâtre de violents affrontements depuis dimanche dernier. Les deux camps s'accusent mutuellement d'attiser les tensions. Il y a eu un bombardement ici. Des missiles se sont abattus sur toute la rue. Regardez, il reste des morceaux. Des roquettes et des obus de mortier qui auraient fait plusieurs victimes parmi les soldats ukrainiens et les rebelles pro-russes. La tension est montée d'un cran sur cette ligne de front. Aux Nations Unies, on s'inquiète d'une nouvelle escalade de violence. Washington, qui tente de ménager Moscou depuis l'arrivée de Donald Trump, adopte un ton plus ferme en réaction aux derniers affrontements. Nous souhaitons effectivement améliorer nos relations avec la Russie. Cependant, la situation précaire dans l'est de l'Ukraine exige que nous condamnions de manière forte et claire les actions de la Russie. La Russie accuse de son côté le voisin ukrainien d'être à l'origine de ce regain de tension. Au lieu d'encourager les efforts pour un retour à la normale dans le Donbass, les autorités ukrainiennes essayent désespérément d'apporter une réponse militaire au conflit. Une trêve fragile était pourtant en vigueur depuis décembre dernier. Avec cette reprise des hostilités, la situation devient intenable pour les habitants d'Avdiivka. Ils sont plusieurs milliers à être pris au piège des combats. Alors, les États-Unis, finalement, ont décidé de maintenir les sanctions. On est là dans la droite ligne de ce qu'avait fait Barack Obama. Dites-nous, Dominique de Villepin, les accords de Minsk aujourd'hui, ce format Normandie à 4, Allemagne, France, Russie, Ukraine, est-ce que ces accords sont en péril et est-ce que cette politique assortie de sanctions a été la bonne ? Alors, je ne crois pas que cette politique ait été la bonne. D'abord parce que, historiquement, nous le savons, le plus souvent, les sanctions gèlent les positions et ne permettent pas d'avancer vers la recherche de l'objectif, c'est-à-dire la paix et le règlement de la crise. Et c'est pour cela que nous avons, dans beaucoup de régions du monde, et en particulier dans cette région-là, de nombreux conflits gelés, ce qui ne répond ni à l'intérêt des uns ni à l'intérêt des autres. Donc, la réponse aujourd'hui, c'est la reprise du dialogue avec Moscou. Encore faut-il trouver les bons terrains pour le faire, sans doute l'Ukraine, la Syrie, mais peut-être aussi élargir le dialogue aux questions de sécurité en Europe. François Hollande lui-même dit « j'ai beaucoup dialogué avec Vladimir Poutine ». Le dialogue, ça ne marche pas très bien sur lui tout de même. Quand on voit aussi qu'il y a un ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, qui accuse Moscou de semer la discorde en Europe par la désinformation, le piratage informatique, les Allemands nous mettent aussi en garde contre cela, puisque la chancelière elle-même a été la cible de ce piratage. Les menaces en matière de cybersécurité viennent de partout. Donc nous devons être vigilants, nous devons nous doter à l'échelle nationale comme à l'échelle de l'Europe de systèmes de protection, d'anticipation, de verrouillage pour éviter toute prise de risque venue du côté de la Russie, mais aussi du côté des États-Unis, nous l'avons vu, ou d'autres pays. Donc de ce point de vue-là, ne soyons pas innocents. C'est une menace qui existe aujourd'hui tous azimuts sur la scène internationale. Dominique de Villepin, l'Europe visiblement est toujours désunie. Comment faire cette unité européenne en matière de diplomatie ? En matière de diplomatie, je vois que nous avons plusieurs problèmes. Le premier, c'est que l'Europe a impérativement besoin d'un vrai tandem franco-allemand. Et la faillite de ce tandem, l'effacement de ce tandem, une Europe qui est aujourd'hui très largement dominée sur le plan économique et sur le plan politique par l'Allemagne. On voit bien qu'Angela Merkel a repris des couleurs, elle se retrouve en position de force. La question... C'est ce que dit Donald Trump aussi d'ailleurs, oui, mais il lui reproche amèrement, parce qu'il veut la guerre commerciale. Les deux critiques qui étaient faites à Angela Merkel, la politique d'austérité et la politique vis-à-vis des réfugiés, tout cela s'est légèrement adouci. Donc elle se retrouve à nouveau en position de force dans la perspective de ses propres élections, même si Martin Schulz est un véritable candidat, un opposant crédible. Donc aujourd'hui, la reprise d'initiative, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre l'initiative en franco-allemand, mais ça veut dire aussi écouter
le reste de l'Europe. Nous avons perdu le contact avec la plupart des pays de l'Est. J'étais en Pologne il n'y a pas très longtemps, en Roumanie. Voilà des pays qui aujourd'hui s'interrogent, des pays qui étaient très pro-européens il y a quelques mois, quelques années, et qui commencent à douter. De la même façon, toute la problématique des questions du sud de l'Europe a été insuffisamment traitée. Nous n'avons pas réglé la question grecque, la question de la dette grecque. Nous n'avons pas réglé la question des banques italiennes. Donc il est temps de demander à la chancelière... L'autre question, c'est la crise migratoire. Il est temps d'apporter des réponses aux problèmes qui s'opposent. Et la crise migratoire, nous avons passé notre temps à mettre la poussière sous le tapis. De la même façon, pour la question des réfugiés, nous voyons bien, on croit avoir réglé avec l'accord avec la Turquie, sous l'égide d'ailleurs de l'Allemagne, on croit avoir réglé la question de la Méditerranée orientale. S'ouvre aujourd'hui, on l'a vu avec la Valette, la question de la Méditerranée centrale. Quid de tous ces réfugiés qui arrivent de Turquie, qui arrivent de Libye et qui arrivent d'Afrique. Donc nous voyons bien, nous sommes de plus en plus dépassés par les problèmes et c'est la capacité de l'Europe à travailler ensemble et à trouver des voies de règlement ensemble qui est aujourd'hui le cœur du problème. Alors, le Brexit, c'était l'autre sujet qui était à l'agenda de ce sommet. Comment l'Europe peut-elle sortir par le haut de ce Brexit ? La question du calendrier, elle est centrale. On voit bien qu'un certain nombre de partis, et c'est notamment vrai du côté britannique, jouent la montre. Est-ce que l'Europe, dans 1 an, dans 2 ans, sera encore la même? Et est-ce que les questions se poseront dans les mêmes termes dans 1 an et dans 2 ans qu'aujourd'hui? Donc, il y a une question de principe. Est-ce qu'on respecte la parole et le verdict du peuple britannique? Il y a une question de calendrier. Et puis, il y a une troisième question, qui est la question des modalités. Dès lors qu'il y a un verdict démocratique qui a été posé, il faut le respecter. Et il faut considérer que la question de la libre circulation des personnes est centrale et que dès lors que les Anglais ne l'acceptent pas, eh bien, la question de l'accès au marché unique n'est plus possible. Il y a un prix à payer. Le problème, c'est qu'on voit bien, les Britanniques ne sont pas prêts à payer la facture qui induira pour eux un certain nombre de conséquences, sans doute très négatives. Donc ils veulent utiliser le temps, ils jouent la montre, ils jouent le calendrier pour se lancer dans une politique de commerce et d'accords bilatéraux avec un certain nombre d'États. On le voit se poindre avec les États-Unis, on le voit se poindre avec un certain nombre de pays asiatiques pour contrebalancer la perte du marché unique, ce qui paraît de toute façon très difficile. Donc il y a une échéance douloureuse pour les Britanniques et douloureuse pour les Européens. On voit bien, chacun recule le moment de faire face avec lucidité et courage à cette question. Là encore, le tandem franco-allemand est central si l'on veut à un moment donné mettre le dossier sur la table et mettre Mme Theresa May, qui fait partie aussi de ces leaders qui créent de l'incertitude, qui créent du doute. Ça ne vous a pas échappé, Dominique de Villepin, nous avons Theresa May, c'est beaucoup d'incertitude pour l'Europe aujourd'hui. Quand vous parlez du tandem franco-allemand, qu'on était en année électorale, à la fois outre-Rhin et chez nous. C'est notre drame. Ce qui peut-être est une année blanche du point de vue européen. Alors quand vous parlez de sursaut, est-ce que les conditions sont réunies pour que le sursaut se fasse vite, qu'on prenne de court Mme May et d'autres d'ailleurs? C'est là où il y a une question qui est posée à nos États. Ce n'est pas seulement malheureusement une année blanche. Pendant ces 6 premiers mois de l'année, va peut-être se jouer le destin de l'Europe et le destin de la France pour des décennies. Et malheureusement, qui peut dire si nous répondrons présents au cours des prochains mois? Et c'est là où le président Hollande et Mme Merkel ont une responsabilité historique. Moi, j'aimerais que le président français se rende compte qu'il a un devoir aujourd'hui. C'est de préserver les intérêts de la France et de l'Europe dans un monde qui est en train de changer à grande vitesse. Tout se redistribue. Les relations diplomatiques sont en train de se dénouer, de se renouer. Le monde, la scène internationale est en train de se recomposer. Dans les 3 prochains mois. Dans les 3-4 prochains mois. Et il y a une partie à jouer pour la France, à François Hollande, avec les leaders de l'opposition. Et c'est là où nous sommes affairés de scandale en scandale à des choses qui sont sans doute de bien peu d'importance au regard des enjeux qui se joue pour notre pays. Alors, vous disiez que l'Europe n'écoute pas assez les peuples. Et en ce moment, ce qu'ils disent les peuples, ils vont vers les extrêmes. On voit les partis populistes, xénophobes, europhobes progresser partout en Europe. Est-ce que c'est la mondialisation qui fait peur ou est-ce que c'est aussi, quelque part, il n'y a pas une part de responsabilité de la classe politique française, allemande, de la classe économique, des médias, de la classe intellectuelle? Oui, il
Il y a en tout cas un défi majeur et collectivement, nous avons du mal à être à la hauteur des enjeux. C'est une étape essentielle pour l'Europe. On le voit au moment où on va fêter l'anniversaire du traité de Rome. Ces 60 années, eh bien, nous rentrons dans une époque nouvelle où tout est à refaire, tout est à repenser et où les peuples de l'Europe doutent de leur avenir en commun. Et chacun est tenté de prendre sa mise et de jouer sa carte individuellement. Nous le voyons bien. Dans la mondialisation, autant les États-nations sont indispensables comme socle, comme unité de base de la communauté internationale, autant ils ne peuvent pas faire tout seuls. Et l'on voit bien que l'Europe doit reprendre son bâton de pèlerin pour apporter un certain nombre de réponses. Aux jeunes en particulier. La question de la sécurité, on ne peut pas la régler tout seul. La question d'un éventuel parquet antiterroriste, d'un FBI européen. La question de l'énergie, est-ce qu'on peut régler ça chacun dans notre coin alors que nous achetons pour des centaines de milliards de gaz, de pétrole ? Il faut là aussi que nous soyons capables de mettre en commun nos atouts. Pareil pour l'éducation. Donc il y a des grandes initiatives. Malheureusement, dans les dernières décennies, l'Europe s'est réservé la mauvaise part, c'est-à-dire celle qui déplaît au peuple. Elle a été porteuse de mauvaises nouvelles ou de difficultés, et donc facteur d'incompréhension. Il faudrait que l'Europe puisse reprendre l'initiative au service des peuples, en apportant des réponses et des solutions, en travaillant sur des projets. Sur la question des réfugiés, l'Europe est en première ligne et doit apporter la réponse. Un grand projet euro-africain pourrait parfaitement être envisagé. Donc il y a des réponses. L'erreur des Européens, c'est de ne pas faire assez de politique. Vous voyez, on parle de politique toute la journée dans notre pays. Eh bien, il n'y a pas de grand projet. On parle de politique politicienne. Il n'y a pas de grand projet sur les réfugiés, il n'y a pas de grand projet européen, et c'est ça qu'attendent les peuples. Merci à vous, en tout cas, de vous être fait le porte-parole aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur Radio France Internationale ou sur France 24. À très bientôt à tous.